Je lui racontais pas forcément ce qui se passait au travail. Il a dit, votre fille, elle fait peut-être de l'anorexie mentale. Donc, moi, je le regarde, je fais, bah non, enfin, je suis pas bien et j'ai pas faim, mais tout va bien. Enfin, je mange pas, enfin, je mange quoi, mais j'arrivais pas à m'expliquer. Mais enfin, voilà, pour moi, c'était pas réel, c'était faux. Au début, ça a été compliqué parce que j'étais pas du tout dans la volonté de guérir. Donc, ça a pris des mois et des mois en fait où je faisais genre de faire des efforts, mais j'en faisais pas. Littéralement, Et comment elle est venue alors, cette prise de conscience? bah, j'étais aussi très triste en fait. Et je pense que ça a été vraiment une prise de conscience à ce moment-là de OK, tu vas vraiment pas bien. Et du coup, mon psychiatre est venu me voir dans la chambre et en fait, il était furax et on l'a vraiment entendu dans tout l'hôpital. Et il m'a crié dessus en me disant: tu te rends compte, Louise, que si tu continues comme ça, tu vas terminer 6 pieds sous terre et peut-être que toi, t'en as rien à foutre, mais tes parents, ils en ont quelque chose à foutre. Et ils n'ont pas forcément envie de voir leur fille mourir maintenant et terminer entre entre quatre planches de bois. Et en fait, le fait de me dire ça, ça m'a. Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Ça m'a, ça m'a fait Je vraiment t'en du prie. mal. Et je pense que ça a été un des nombreux déclics que j'ai pu avoir en fait pendant ma guérison. Enfin voilà, ça a été vraiment un enchaînement, je pense, de prise de conscience qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir réellement. J'ai pris beaucoup confiance en moi aussi ces dernières années. Et je suis en paix en fait avec ma personnalité, avec ma façon de penser, ma façon d'être. Je suis plus là à me critiquer et à me dire que je vaux moins que le voisin d'en face ou que cette personne. Enfin, on me dit souvent que je suis très résiliente et je pense que pour le coup, l'anorexie, ça m'a aidé aussi. Si je peux en retirer quelque chose, c'est que ça m'a aidé à être très résiliente dans la vie et justement à devenir la. On parlait d'être battante tout à l'heure, bah, c'est ça aussi qui m'a donné, qui me prouve aujourd'hui que j'en suis capable, en fait, que je peux plus ou moins tout surmonter. À Hmm. partir du moment où tu as réussi à te sortir de ça, tu peux plus douter de toi-même, en fait, et de ta capacité à rebondir. Bonjour et bienvenue dans La Trêve, le podcast qui vous aide à faire la paix avec vous-même. Aujourd'hui, avec mon invitée Louise Rigaud, on parle de rapport à l'alimentation, de rapport au corps et d'espoir de guérison. Que vous soyez directement concerné par un trouble du comportement alimentaire ou que vous souhaitiez mieux comprendre les enjeux, cet échange sincère vous offrira des clés précieuses. Je suis Caroline, une guerrière qui voit la vie comme une grande aventure qui n'est pas toujours facile, mais qui n'a pas forcément à être un combat. Pour moi, c'est un voyage vers et avec soi. Dans ce podcast, je vous partage cette vision en portant ma casquette de sophrologue et coach holistique. Vous trouverez des réflexions, des pratiques et des interviews pour explorer ensemble des clés pour faire la paix avec la vie, parce que je pense que c'est la clé de l'équilibre intérieur. Et la première étape d'un processus de paix, c'est la trêve. Ici, je vous invite à faire une pause pour, au fil des semaines, faire la paix avec vous-même et voir le monde sous un autre angle. Alors rejoignez notre communauté de guerriers et de guerrières pacifiques, abonnez-vous et faites de ce moment votre trêve. C'est parti ? Ouais, c'est parti. Allez. C'est parti. Allez. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te Oui. plaît, juste en quelques mots de la manière dont tu le souhaites? Ok. Bah, ça va être assez simple. Je m'appelle Louise, j'ai 29 ans. Je viens du nord de la France, plus exactement à Lille. Et dans la vie, je travaille en tant que freelance. Je fais du ghostwriting et du copywriting. Donc, en gros, c'est de l'écriture sur Internet. Voilà. Pour faire simple, parce que c'est pas facile d'expliquer. Mais j'écris pour les gens et je me mets à la place d'eux et j'écris un peu. Enfin, je suis un peu l'écrivain de l'ombre. Voilà, c'est ça, le ghostwriter. Ok. Pour aller un petit peu plus loin dans les présentations, question que je pose à tous mes invités, quel type de guerrière de la vie es-tu? Comment tu te décrirais? Je pense que je suis quelqu'un qui se bat beaucoup. J'ai traversé pas mal de choses pas forcément très cool dans ma vie et j'ai toujours essayé de rebondir dessus. J'essaie de pas m'apitoyer sur mon sort. Mhm. Euh, Parce que j'ai cette tendance aussi à me laisser couler de temps en temps quand ça va pas. Et c'est ma personnalité qui est comme ça, on va dire. Mais par contre, c'est vrai que même si j'ai cette tendance-là, je me bats toujours pour essayer de m'en sortir, quel que soit l'obstacle qui se présente devant moi. Donc après, quelle guerrière, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je sais que je suis une battante. Et ça me fait du bien de savoir le dire parce que j'ai mis du temps avant de savoir le dire aussi, que j'en étais capable. Bah ouais, je suis une battante, quoi. Voilà. Ok, bah merci. Je fais une petite parenthèse pour les curieux et les curieuses. Si vous avez envie de découvrir l'archétype qui vous reflète le mieux, vous pouvez faire le test sur mon site harmonie-3c.fr.
Quel type de guerrier-guerrière de la vie êtes-vous? Je vous mets le lien en description, c'est un quiz gratuit, simple et ludique qui vous propose une nouvelle grille de lecture sur votre personnalité, vos motivations et votre talon d'Achille. Vous pourrez également découvrir des exemples de personnes célèbres ayant le profil le plus proche du vôtre. Ça permet souvent de se sentir un peu moins seul. Et puis, surtout, ce test vous donnera une idée de la plus petite action que vous pouvez poser dès aujourd'hui pour amener du changement dans votre vie et un peu plus d'harmonie. Voilà pour la parenthèse, revenons à notre épisode du jour. Je voulais aborder avec toi le rapport au corps et à l'alimentation. Tu dis que l'anorexie mentale a volé 5 ans de ta vie. Et la grande question à laquelle j'aimerais qu'on réponde au travers de notre échange, de notre discussion, c'est comment sortir d'un TCA, d'un trouble du comportement alimentaire, comment passer d'un rapport de lutte contre soi-même, contre son corps, à une acceptation et un sentiment de paix. Et pour ça, j'aimerais bien que tu nous parles de ce que tu as vécu, de ton parcours, à partir de ton expérience personnelle. Est-ce que du coup, tu peux nous resituer un petit peu ton histoire? Oui, pas de souci. Alors, moi, en fait, c'est assez long, mais je vais essayer d'être la plus factuelle possible. En gros, Ou pas, hein. Dis les choses comme elles viennent et puis... j'ai commencé, en gros, enfin, j'ai 29 ans, mais j'ai commencé mes études supérieures forcément après le lycée, donc à 18 ans. Et en fait, j'avais à l'époque attaqué des études de commerce, un peu par défaut, parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et en fait, c'était des études de commerce en alternance. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais pas forcément très très bien dans ma peau. J'avais pas confiance en moi, j'étais une petite crevette, j'étais déjà très mince à l'époque. En fait, j'avais pas de forme et pourtant j'avais 18 ans et c'était un gros complexe pour moi. Et bref, donc j'attaque ces études supérieures en étant pas très très bien dans ma peau et en fait, j'ai commencé à travailler pour une entreprise où ça s'est pas très bien passé. En fait, je pense que mon patron de l'époque c'était pas forcément quelqu'un de très bien et il a vu la faille en fait et il s'est dit, ou elle, je vais pouvoir lui taper sur les doigts. Et en fait, pendant 6 mois, il a vraiment pas été sympa avec moi. Je me suis fait harceler en fait par cette personne, que ce soit physiquement ou moralement. Et en fait, Physiquement aussi? ouais, c'était compliqué. Ouais. C'était à faire semblant de me pousser dans les escaliers, par exemple. Ou, il a voulu essayer de m'écraser sur le parking aussi. Enfin bref. Et à Ah oui. l'époque, je n'en parlais pas à mes parents parce que moi, c'était ma première. Déjà, j'étais pas très bien et c'était ma première expérience professionnelle. Et en fait, je m'étais dit, mais si je démarre comme ça et que j'en parle, enfin, c'est terminé. Donc, accroche-toi, on continue, etc. Et en fait, le problème, c'est que comme déjà à l'époque, j'avais un peu des symptômes dépressifs, ça n'a fait que les accentuer. Et symptômes dépressifs, généralement, ça rime avec pas faim. Donc, je mangeais de moins en moins. Et en fait, je pense que c'est arrivé assez insidieusement à ce moment-là. C'est arrivé au bout de plusieurs mois. En fait, j'ai perdu. Je suis quelqu'un qui perd facilement du poids. Enfin, je veux dire, si je mange pas, je perds rapidement. C'est mon métabolisme qui est comme ça. Et en fait, en à peine 6 mois, j'ai dû perdre 10 kilos. Mhm. Donc, à l'époque, je faisais déjà. Je crois que je devais peser peut-être 52, 53 kilos. Et du coup, je suis descendue à 43. Et en fait, ma mère l'a vu directement, en fait. Enfin, elle l'a vu au bout de 6 mois, mais je peux pas lui en vouloir parce que j'étais déjà pas très bien à l'époque. Donc voilà. Et Et pardon, est-ce que toi, tu le voyais? Est-ce que tu t'en rendais compte ou... non, pas. En fait, à l'époque, il y avait déjà ce fait que je me sentais pas très bien dans ma peau. Et c'était aussi l'époque où on mettait vachement en avant tout ce qui était taille gap. Donc l'écart qui est entre les jambes. Hmm. Et, c'était un peu à la mode et faut, je me réfugiais beaucoup sur Internet et j'avais ma vie en fait un peu virtuelle et je traînais pas mal sur des sites. Alors c'était pas les sites pro Ana comme on appelait ça à l'époque, mais c'était plus des sites comme des Tumblr et tout. C'est un site en fait où tu peux créer des sites web par toi-même, mettre des photos et en fait il y avait tout le temps des photos de filles hyper minces qui tournaient à l'époque et moi je voyais ça et je me disais oh, en fait c'est beau, j'aimerais bien être pareil. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à perdre du poids, je me suis rendu compte que ce tie gap, je l'avais déjà avant, mais on le voyait de plus en plus et j'étais contente, entre guillemets. Donc, je me suis pas inquiétée plus que ça. Et puis, j'étais tellement Ouais, pas... t'as presque eu l'effet inverse Ouais, c'est de ça, c'est croire ça. que ça renforçait ta confiance en toi, de dire Exactement. OK. Exactement. Et en fait, entre deux, avant que ma mère tire la sonnette d'alarme, on est parti en vacances avec mes parents dans le sud de la France. Et en fait, à ce moment-là, alors je sais pas ce qui s'est passé, ça a été très bizarre. En fait, on est parti chez des parents de mes amis en vacances et je suis tombée malade à cette période.
De quoi on n'a jamais su. J'ai dû terminer aux urgences avec des perfusions, etc. Et en fait, j'étais tellement malade que je vomissais tout le temps, etc. Enfin, je gardais rien de ce que je mangeais. Et c'était vraiment pas volontaire, c'était vraiment mon corps qui rejetait tout. Et en fait, j'ai perdu encore plus de poids pendant ces vacances. J'ai perdu pratiquement 3 kilos en une semaine, en gros. D'accord. En fait, mes parents m'ont remonté, j'étais cadavérique. Et à l'époque, je mangeais pas beaucoup, mais je faisais pas trop attention à ce que je mangeais. En fait, je triais pas encore. Et en fait, à partir de là, je pense que c'est arrivé encore une fois très insidieusement, ou dans un sens où j'ai pas vu l'anorexie arriver, je m'en rendais pas compte. Je pense que j'étais dans le déni. Et c'est ma mère en janvier 2014 qui a vu que j'avais perdu énormément de poids, qui a dit Louise, il faut qu'on aille chez le médecin parce que soit t'as un verre solitaire, soit il y a un truc qui va pas. Mm. Donc on est allé chez le médecin et en fait, le médecin, après que ma mère lui a raconté un petit peu le fait que je mangeais pas beaucoup, que moi je réagissais pas, je lui racontais pas forcément ce qui se passait au travail. Il a dit, votre fille, elle fait peut-être de l'anorexie mentale. Donc moi, je le regarde, je fais, bah non, enfin, je suis pas bien, j'ai pas faim, mais tout va bien. Enfin, je mange pas, enfin, je mange quoi, mais j'arrivais pas à m'expliquer. Mais enfin, voilà, pour moi, c'était pas réel, c'était faux. Donc mes parents ont dit, bon, bah ok, on fait quoi? Ils ont dit, bah pour l'instant, vous la surveillez, vous regardez son alimentation, vous contrôlez au maximum pour voir qu'elle mange correctement. Donc moi, à cette époque-là, bah, j'étais un peu en guérilla contre mes parents, du coup, parce que je comprenais pas ce qu'on me reprochait, en fait. Ouais, du coup, il y avait des mots qui ont été posés, un diagnostic que toi, Je tu refusais. refusais. Ah oui, totalement. Pour moi, j'allais bien. Ok, je triais parfois mes aliments. Ok, il y a des trucs que je voulais plus manger, mais je mangeais un petit peu quand même. Et puis moi, j'ai été en fait une anorexique qui... Il n'y a aucun moment où j'ai vraiment arrêté de manger. Je mangeais par exemple une pomme ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment... Je mangeais tous mes repas. Je mangeais matin, midi, soir. Juste, j'ai été très sélective. Et en fait, ça a continué comme ça. Et en fait, j'ai continué à perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids. Et à être de plus en plus dans le contrôle de ce que je mangeais, de plus en plus aussi dans l'hyperactivité qui s'est déclenchée après. En fait, alors c'est compliqué de s'en rappeler parce que j'ai l'impression que mon cerveau a fait pas mal un reset de cette période. Mais je sais qu'à l'époque, je faisais beaucoup de ménage à la place de ma mère. C'est-à-dire que je me levais à 6 heures du matin et il fallait absolument que je fasse tout le ménage de la maison avant elle. Et du coup, c'était pas forcément à partir de là, on a commencé à se disputer parce que ma mère comprenait pas ce genre de comportement et elle ne savait pas que l'anorexie pouvait être couplée à de l'hyperactivité. Donc, je faisais tout le ménage ou je faisais le Et ménage. pardon, est-ce que toi, tu le savais? Non, pour D'accord. moi, c'était normal. Je me suis découvert une passion pour le ménage à 19 ans. Moi qui n'avais jusque-là pas rien foutu, mais bon, j'étais quand même voilà, j'étais pas très dans le ménage, on va dire, à l'époque. Et en fait, ouais, je faisais le ménage 3 4 fois par jour. Il fallait que j'aille marcher régulièrement. Je pouvais pas rester assis plus de 10 minutes. Et puis, j'ai commencé à vouloir faire du sport aussi très intensément. Donc, j'allais courir peut-être au début, c'était pas longtemps, puis après, je dépassais les 5 10 kilomètres et puis je faisais ça en hiver et je courais en hiver dans le froid alors que je pesais 35 kilos. Donc là, mes parents se sont dit, bon, ok, ça va pas, elle dégénère. Enfin, ma mère se rendait compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas, mon père lui aussi, mais lui, il n'est pas du genre à réagir, on va dire. Donc au bout d'un moment, ils se sont dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et en fait, ce qui devait arriver arriva. J'ai fait une genre de mini crise cardiaque chez moi. D'accord. Je pense que mon corps m'a simplement dit stop en fait. Donc, mes parents m'ont emmené directement aux urgences et quand je suis arrivée là-bas, bah, en fait, je suis pas rentrée avant plusieurs mois chez moi. Ils m'ont gardée et j'ai terminé dans un hôpital qui s'appelle Saint-Vincent-de-Paul à Lille. Ils m'ont mis en service général, donc en service avec les autres malades. Quand j'étais pas forcément dans un service psy. Et en fait, je suis restée plusieurs mois alitée. À l'époque, j'acceptais pas du tout le fait d'être malade. Donc pour moi, c'était encore une fois une hérésie. Je savais pas ce que je foutais là. Ça s'est pas très bien passé, on va dire. Donc mes parents m'ont retiré. Enfin, je suis partie de l'hôpital, je sais plus au bout de combien de mois. Et Pas de ensuite, souci. après, ils m'ont remis dans un service psy spécialisé qui s'appelle Fontan. Je crois que c'est ça, Fontan. Ouais, alors, je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais parce que ça s'est pas très bien passé avec eux. En gros, je suis allée dans cet hôpital et j'y suis restée une semaine et demie. Parce qu'en arrivant, en fait, ils m'ont mis tout un protocole de soins, de renutrition, etc. Et sans prendre en compte le fait que j'étais une anorexique qui mangeait à l'époque, qui mangeait Mm. 3 fois par jour, mais qui mangeait. Il y a des anorexiques qui ne mangent plus rien. Donc le protocole de renutrition en soi, il est compréhensible, mais chez moi, ça ne l'était pas forcément.
Et ils n'ont pas respecté ça, et ce qui fait qu'en fait, en une semaine dans cet hôpital, j'ai perdu 3 ou 4 kilos, encore une fois. Alors, je ne sais plus à combien j'étais, mais en gros, j'avais un IMC qui était à 12 ou 13, quelque chose comme ça, même pas, ou 11, je ne sais plus. Enfin, c'était catastrophique. Du coup, mes parents ont bataillé avec cet hôpital pour me récupérer. Donc, je suis repartie encore une fois de cet hôpital. J'ai fait des allers-retours, pas mal d'allers-retours. Et en fait, finalement, ils ont décidé de me remettre à Saint-Vincent-de-Paul. Donc, je suis repartie en service général parce qu'il fallait que j'attende d'avoir une place en service psy. Donc, je suis repartie en service général où là, en fait, on a continué à essayer de me faire regrossir, entre guillemets, mais sans suivi psy. Donc, c'était très compliqué. En gros, j'étais nourrie à base de 4 plateaux repas par jour, plus des compléments alimentaires hyper protéinés. J'avais Mhm. 4 compléments à prendre par jour, donc j'avais vraiment l'impression d'être gavée comme une oie. Et en fait, et je pense que ça, c'est l'explication qu'ils m'avaient donnée à l'époque, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. J'avais beau être gavée, 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 je prenais pas 1 kilo, même pas 500 grammes. Et pourtant, je me dépensais pas à l'époque, hein. J'étais interdit d'aller courir dans les couloirs, les machins. Enfin, je faisais vraiment gaffe. Je me faisais pas vomir ni rien, mais je prenais pas de poids en fait. Et c'est parce que j'étais apparemment trop bloquée mentalement. Donc, je suis restée là-bas un petit moment jusqu'à ce qu'ils puissent me trouver une place en service psy. Et ensuite, je suis partie dans un service psy, donc spécialisé dans tout ce qui est addicto. Et là, j'ai vraiment été bien prise en charge, on va dire. J'ai eu un psychiatre qui était vraiment génial, Monsieur Dodin. Au début, ça a été compliqué parce que j'étais pas du tout dans la volonté de guérir. Donc, ça a pris des mois et des mois, en fait, où je faisais genre de faire des efforts, mais j'en faisais pas. Littéralement, Et comment elle est venue alors, cette prise de conscience de Elle ce... est venue, en fait, elle est venue à force de. En fait, le truc, c'est que ça a quand même duré des années et j'ai surtout passé pratiquement tout. En tout et pour tout, j'ai dû passer un peu plus d'1 an et demi de ma vie à l'hôpital, entre l'hôpital enfermé en service psy ou que ce soit à l'hôpital de jour. Et en fait, bah, j'étais à l'âge où tu as 18, 19 ans. Les premières années, je m'en rendais pas forcément compte, mais après, en reprenant les études alors que j'étais malade, je me rendais compte qu'en fait, bah, j'étais complètement à côté de la plaque par rapport aux autres gens. J'étais en décalage, je pouvais pas profiter des moments de la vie auxquels je pouvais profiter à mon âge, c'est-à-dire sortir, faire la fête, aller manger avec des copines. Pour moi, ça me faisait super peur. Donc, en fait, je me coupais de tout ça. Mhm. Et je me rendais compte à quel point, ben, même si j'étais heureuse dans ma condition d'anorexique, à être maigre, à pas manger, j'en tirais même une certaine fierté, à vrai dire, et c'est horrible de dire ça, bah, j'étais aussi très triste en fait. Et, et je pense que ça a été vraiment une prise de conscience à ce moment-là de, ok, tu vas vraiment pas bien, tu es vraiment malade et ça te bouffe la vie littéralement, c'est le cas de le dire, quoi. Et en fait, j'ai aussi eu de la chance à l'époque de rencontrer mon copain de l'époque, enfin qui est mon ex maintenant, mais mon copain, qui bah, littéralement m'a sauvé la vie, je pense, entre lui et puis mon psychiatre, parce que en fait, il m'a aidé à oublier un petit peu mon corps et à oublier tous les tocs, les machins et tout que je pouvais avoir, et il m'a aidé à remanger. Et le fait de reprendre entre guillemets une vie normale avec un garçon, enfin ce garçon à l'époque, ça m'a aidé à m'en sortir, je pense. Et en fait, c'est vraiment mon entourage. Je pense qu'il y a une grosse part, bien sûr, de moi qui me suis battue pour m'en sortir. Et parce que c'était pas facile de reprendre du poids, de manger, enfin, toutes ces choses-là, et puis de pas faire de sport. Enfin, bref. Mais je pense que mon entourage a aussi énormément joué dans la balance. Et sans eux, je serais sûrement plus là aujourd'hui. Enfin, c'est même Mhm. sûr. Et je pense que j'ai eu aussi pas mal de coups de pied au cul au bon moment, pas mal de mots aussi. Le fait d'entendre certaines choses, ça m'a beaucoup aidé à avancer. Et des choses pas forcément très cool à entendre aussi, hein, je pense, parce que quand tu es malade dans ce genre de situation, on peut pas te brosser dans le sens du poil. On est obligé, à un moment ou à un autre, de te dire des trucs qui sont horribles. Moi, comme mon psy, je me rappellerai toujours d'une fois où j'étais à l'hôpital et enfin, quand j'étais en service psy. Et mon psychiatre est venu me voir parce qu'en fait, j'étais en train de faire n'importe quoi. Enfin, j'allais faire des tours d'hôpital dès que les soignants avaient le dos tourné pour me dépenser. Mais enfin, bref. Et du coup, mon psychiatre est venu me voir dans la chambre et en fait, il était furax et on l'a vraiment entendu dans tout l'hôpital. Et il m'a crié dessus en me disant, tu te rends compte, Louise, que si tu continues comme ça, tu vas terminer 6 pieds sous terre et peut-être que toi, t'en as rien à foutre, mais tes parents, ils en ont quelque chose à foutre. Et ils n'ont pas forcément envie de voir leur fille mourir maintenant et terminer entre quatre, entre quatre planches de bois. Et en fait, le fait de me dire ça, ça m'a. Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Ça m'a. Pardon.
ça m'a fait Je vraiment t'en du prie. mal. Mm. Ça m'a fait vraiment du mal. Et je pense que ça a été un des nombreux déclics que j'ai pu avoir, en fait, pendant ma guérison, quoi, qu'on me dise ces choses-là, qu'on me dise... Enfin, en fait, c'était pas forcément le fait de me faire du mal à moi au début qui pouvait me faire un électrochoc, c'était vraiment de me rendre compte que j'étais en train de faire souffrir les gens que j'aime et que j'étais en train de mener enfin, de faire vivre un enfer à mes parents, à mes petites sœurs, etc. Parce que je le voyais aussi au niveau des conséquences. Enfin, c'est vrai que ça, j'en ai pas forcément parlé, mais quand j'étais malade, j'ai énormément accaparé ma maman. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, ma maman, elle mettait toute son énergie, tout son temps sur moi. Et j'ai deux petites sœurs, en fait. Et mes deux petites sœurs ont été... Et c'est pas de la faute de ma mère, ni ma faute, j'en ai conscience, mais elles ont quand même été vachement mises de côté à cette période. Et elles l'ont senti, en fait. Et elles en ont voulu encore... Enfin, surtout ma petite sœur, elle en a voulu à ma mère pendant longtemps. Et à moi-même aussi, parce qu'elle comprenait pas pourquoi elle était délaissée. Et je comprends parfaitement sa réaction. Et voilà, ça a été très difficile. Ça a été aussi le sujet de beaucoup de disputes parce que j'étais quelqu'un de très manipulatrice à l'époque. Enfin, l'anorexie, ça te fait manipuler les gens sur plein de points. Donc, je manipulais mes parents, je manipulais mes petites sœurs, je manipulais mes amis. Et le fait de manipuler les gens, bah, on s'en rendait compte de temps en temps. Donc, c'était le sujet de dispute. Et puis, enfin, j'étais très dure à Mais vivre pardon, manipuler dans quel sens? par rapport au fait de manger, par exemple. C'était est-ce que Mm. tu as mangé ce midi? Non, pas du tout. Ou même manipuler les soignants dans le sens où c'était cacher des trucs, leur dire que je faisais, enfin, leur mentir sur le fait que j'étais tranquille alors qu'en fait j'allais faire des tours enfin, de l'hôpital pour me dépenser. Et ah oui, j'ai oublié aussi cette partie parce que celle-ci, pour le coup, j'essaie de l'occulter parce qu'elle m'a fait vraiment du mal. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai été mise sous sonde nasogastrique pendant plusieurs mois. Et ça m'a vraiment traumatisée pour le coup, ce truc. Et en fait, au début, je l'ai eu à l'hôpital et en fait, ils m'ont obligé à repartir chez moi avec cette sonde. Donc, j'ai dû aller à la fac avec ma sonde dans le nez et me balader dans la rue avec cette sonde nasogastrique. Et puis, le médecin qui venait, enfin, le médecin, l'infirmière qui venait tous les soirs pour me rebrancher et me mettre mes poches. Et en fait, je pense que j'ai eu tellement honte à l'époque, pardon, de ça, que même ça, en fait, ça a été un déclic, je pense, de me dire que je pouvais pas rester comme ça, en fait. J'avais honte de ce que j'étais vraiment, et pas physiquement, c'était vraiment honte de ce truc que j'avais dans le nez et le fait enfin, vraiment de me sentir complètement à la ramasse, quoi. Enfin voilà, ça a été vraiment un enchaînement, je pense, de prise de conscience qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir réellement. Ouais, Et dans un sens ou dans l'autre. Du coup, je comprends qu'il y a eu un enchaînement de, j'allais dire, de ouais, plusieurs choses qui ont amené petit à petit, comme tu as dit, ouais, insidieusement jusqu'à ce qu'on pourrait appeler cette descente ouais, en enfer. c'est Et ça. inversement, différents déclics, différentes Ouais, situations, différents mots qui t'ont amené jusqu'à réaliser la mhm, réalité, on va dire, des choses, réaliser vraiment ce qui jouait, les différents impacts sur toi et exactement. sur ton entourage, jusqu'à t'amener à prendre vraiment une décision. Exactement. En fait, Ok. en fait, pendant 3 ans de ma vie, vraiment, j'étais en errance, que ce soit, enfin, peut-être pas médical, mais il y a eu quand même toutes ben, comme je disais tout à l'heure, ces hôpitaux où j'ai pas forcément été bien pris en charge. Le fait que j'ai été dans le déni pendant très longtemps, qu'il y a des fois où je me disais, bon, ok, vas-y, je vais m'en sortir, mais je voulais pas vraiment m'en sortir, donc j'avais beau faire des efforts, entre guillemets, je faisais vraiment les efforts à moitié. Enfin, j'avais un pied dedans et un pied en dehors, quoi. J'étais pas pleinement dans un protocole de guérison. Et en fait, on a beau dire, mais même s'il y a tout ce qu'il faut autour, les soignants, les machins et tout, si la personne en elle-même n'a pas envie de guérir, elle guérira jamais. Je me suis mis pleinement en fait enfin, j'avais vraiment envie de guérir. Et à partir de là, c'était un peu un chemin de croix aussi parce que ça a été beaucoup de haut et de bas. En fait, la guérison, c'est vraiment pas quelque chose de linéaire. J'ai fait énormément de rechutes. Mhm. Et en fait, c'est à force de faire des tentatives qu'on y arrive, quoi. Mais surtout, moi, je pense que enfin, ce qui a été le mieux pour moi, et ce qui m'a vraiment aidé à cette époque-là, c'était, comme je disais, d'être très bien entourée et forcément Le aussi soutien, d'avoir oui. ouais, le soutien. Et j'ai eu vraiment une équipe médicale au top. Enfin, encore une fois, mon psychiatre, il a vraiment fait les choses comme il fallait. Il m'a dit les bons mots. Il m'a aidé aussi à mettre le doigt sur certaines choses qui n'allaient pas depuis toute petite, en fait, et qui ont fait que. Parce que l'anorexie découlait de quelque chose de beaucoup plus profond. Donc,
Donc voilà, il m'a vraiment aidé, puis j'ai vraiment été bien suivie. J'ai fait beaucoup d'hôpital de jour aussi à l'époque. Donc quand j'ai quitté le service psy où j'étais 24 heures sur 24, ils ont voulu continuer, enfin, ils ont voulu que je continue à avoir un suivi, ce qui était normal. Donc Mhm. j'étais en hôpital de jour pendant plusieurs mois, plusieurs jours par semaine, je sais plus combien. Au début, je crois que c'était 5 jours, 4 jours par semaine, après 3 jours pour que je puisse continuer à suivre les cours. Et en fait, forcément, l'hôpital de jour, tu vois les psychiatres tous les jours pratiquement. T'es pesé aussi une fois par semaine, ils te font tes prises de sang à chaque fois que tu viens. Donc en fait, ils le voient si tu évolues ou si tu évolues pas. Mhm. Et en fait, moi, ce modèle-là, ça m'aidait beaucoup parce que c'est vrai que je pouvais continuer à être à la maison avec ma famille, aller en cours, et à côté de ça, j'avais quand même un suivi qui était hyper rapproché. Et puis bon, à cette époque-là, mes parents aussi, ils avaient compris un peu mes modes de fonctionnement, donc c'était terminé d'aller faire des footings à 19 h alors qu'il fait -10, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment été, je pense que j'ai vraiment été bien encadrée à l'époque, et ce qui fait que ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, j'ai repris rapidement, à partir du moment où en fait, j'étais dans cette optique de guérir, j'ai repris quand même pas mal de poids. Ça allait beaucoup mieux au niveau de l'alimentation et tout. Et puis en fait, j'ai voulu prendre mon indépendance et déménager avec mon copain. Donc je suis partie de chez mes parents pour aller vivre à Lille. Et à l'époque, comme ça allait mieux, mes parents m'ont laissé partir. Et puis je pense que ma mère a aussi compris que j'en avais besoin pour grandir, on va dire, et pour guérir. Et en Mhm. fait, à partir de là, je ne saurais même pas expliquer ce qui s'est passé. Je pense que le fait de partir de chez mes parents, le fait de prendre mon indépendance, d'être avec mon copain de l'époque, de me faire de nouveaux copains, d'être vraiment dans cette nouvelle vie où on sort, on fait la fête, on profite, on rencontre des gens, on est obligé aussi de s'adapter un peu aux autres, d'aller boire des verres, de ne pas avoir peur de boire de l'alcool, par exemple, ou de faire des restos, des choses comme ça. Ça m'a obligée entre guillemets, à me donner des coups de pied au cul toute seule. Et en fait, en 2 ans, j'en suis totalement sortie, quoi. Toute seule, grâce à ces petits coups de pied au cul, à mon ex, à toutes ces personnes. Enfin, ça n'a pas été d'un coup, d'un seul, ça a pris du temps. Et voilà, et ouais, en tout et Ça a pour pris du temps, mais est-ce que tu as l'impression que ça a été, j'ai envie de dire, presque facile à partir du moment où il y a eu le switch comme ça dans ta tête? à partir du moment où j'ai vraiment voulu guérir, et puis ce moment aussi où j'ai déménagé, j'ai mis du temps. C'était moins difficile que quand j'étais pas du tout dans l'optique de guérir. Mais ça restait difficile quand même. Mais par contre, j'ai l'impression que ça s'est fait d'une manière assez fluide. En fait, ça s'est fait étape par étape, assez naturellement, où j'ai commencé à remanger certaines choses, à plus du tout avoir de peur de faire certaines actions que je faisais pas auparavant, ou inversement. Enfin, Mhm. et ça a Donc été tu t'es vraiment. accordé le temps de la guérison, mais Ouais, en c'est ça. continuant à te, pardon, j'allais dire à te challenger. C'est ça, exactement. Bah oui, je fonctionnais beaucoup par challenge et par défi pour le coup, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui m'aidait vachement. Je me mettais pas la pression parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à remanger vraiment et à reprendre du poids, je me suis dit, OK, on va y aller par étapes, on va pas s'obliger à faire, à tout vouloir d'un coup et puis se dire, OK, je vais remanger ça, 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 parce qu'il y avait forcément des trucs qui me faisaient encore peur. Donc en Mhm. fait, il y a des moments où je me fixais des challenges, que ce soit avec mon ex ou avec ma famille et tout. C'est tout bête, hein, mais par exemple, chez mes parents, on a l'habitude de faire des crêpes. Moi, j'ai des crêpes sucrées, des crêpes salées. J'adorais ça. Et ça a été une de mes plus. Enfin, je sais qu'à l'époque, quand j'étais malade, j'étais là à compter les crêpes que tout le monde mangeait. Je comptais les crêpes de chacun des membres de ma famille et il fallait que j'en mange moins qu'eux. Et je m'interdisais des trucs. Et en fait, ça a été vraiment une victoire pour moi à partir du moment où j'ai pu, par exemple, remanger des crêpes sans compter mes crêpes. Et sans compter les crêpes aussi de ma famille, d'ailleurs. Et au fur et à mesure de réaliser ces défis, entre guillemets, et pas m'imposer, mais de me mettre dans des situations qui m'obligeaient, entre guillemets, à passer outre ma peur, ça m'a aidé à guérir en fait. S'il y avait le choix, si on peut dire ça comme ça, entre la peur et ou la vie, tu disais, OK, allez, Ouais, je vais affronter ou confronter ma peur, mais voilà, c'est ce exactement. choix-là que je pose. C'était toujours, oui, ce choix-là de, ok, est-ce que tu as envie de rester bloqué toute ta vie à pas savoir manger, je sais pas, moi, une tartine de Nutella, on va dire, ou est-ce que tu la manges, cette foutue tartine, et puis t'arrêtes, et puis tu dédiabolises le truc, et puis voilà, enfin, je veux dire. Et c'était vraiment comme ça à chaque fois, et je me disais, ok, tu as le choix entre rester bloqué et. Enfin, Donc il y a la notion de liberté aussi. Si finalement tu choisis la vie, tu choisis la liberté. C'est-à-dire de ne pas te rester bloqué dans... OK. c'est ça, Hmm. ouais, c'est ça. Et puis,
Alors que à côté de ça, tu vois tous ces gens autour de toi qui arrivent à, entre guillemets, profiter de la vie comme ils peuvent. Bien sûr, ils ont leurs problèmes, etc. Et c'est normal. Mais voilà, je me dis, toi aussi, tu as le droit d'être heureuse. C'est ce que je me suis dit à un moment. Et en fait, ce qui m'aidait beaucoup à l'époque aussi, et ça, je ne l'ai pas forcément précisé, c'était d'écrire. J'écrivais tout. J'ai des carnets remplis de toutes mes pensées quand j'étais malade, mais aussi au moment où j'étais en train de guérir, où j'écrivais tout le temps des messages comment dire, je sais plus ce que j'écrivais exactement, mais c'était des messages d'encouragement pour moi-même, entre guillemets, où je me disais, tu peux le faire, tu vas y arriver. Et en fait, dès que ça allait pas, je relisais ces passages en fait, où ça allait mieux à ce moment-là. Par exemple, parce que ça pouvait varier hein, d'un jour à l'autre aussi. Donc, je lisais ces passages et en fait, je me disais, OK, tu as réussi à être dans cet état-là à ce moment-là, donc c'est que tu peux l'atteindre, donc c'est que tu peux y arriver et tu es forte. Et le fait d'écrire, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à l'époque, vraiment. Voilà. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu comptes plus rien, tu regardes plus du tout, tu es complètement... Pas du tout, du tout, du tout. Ouais, non, là, je me pose plus de questions Enfin, déjà, je peux me peser. Enfin, j'ai été pesée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps pour un bilan de santé. Et j'ai été pesée en plein milieu d'après-midi avec mes vêtements. J'ai jamais pesé aussi lourd que le poids que je pèse aujourd'hui et j'étais contente. Et j'ai même pas réagi en fait. Ça m'a paru normal. Enfin, je veux dire, entre guillemets, neutre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je me suis même pas à aucun moment posé de questions par rapport à ça. Et ça a été une victoire pour moi d'ailleurs à ce moment-là. hmm. Je m'en suis rendu compte après, mais c'est vrai que même pour tout ce qui est alimentation et tout, enfin, c'est complètement sorti de ma tête, quoi. Ça fait combien de temps, du coup, maintenant, que tu considères être sortie, du coup, de l'anorexie? Ça a pris 5 ans de 18 bas ans, et de haut. Et là, du coup, ça fait combien de temps que... ouais. Voilà, j'ai 29, je pense que ça fait au moins 4 ans que je m'en suis vraiment sortie, je pense, l'année de mes 24-25 ans. Hmm. Et ouais, là, ça doit faire 4 ans que j'ai vraiment plus rien du tout, quoi. Même au niveau de l'hyperactivité, etc., j'ai plus rien parce que j'ai eu des périodes aussi. L'hyperactivité, pour le coup, c'était vraiment compliqué pour moi d'arrêter à l'époque. Et je me suis en fait forcée à arrêter pendant plusieurs années. Et là, j'ai repris la musculation depuis 3 ans. Et j'avais même peur en fait de reprendre un sport parce que même si j'étais guérie, je me disais, ça se trouve, tu vas repartir dans des travers bizarres et tout. Ça va revenir, on n'en sait rien. Et au final, non. Enfin, voilà. Même au niveau du sport, enfin, j'ai une relation hyper saine en fait. Et ça fait du bien de le dire. Tu as retrouvé ton équilibre. C'est ça. Moi, je suis même devenue Avec un peu le recul, comment est-ce que tu définirais ce que l'anorexie a représenté pour toi? Est-ce que tu as conscience de quelque part ce qu'elle a pu exprimer et comment ça fait partie de ton histoire personnelle? Je pense que moi, c'était vraiment un appel à l'aide à l'époque. Je me sentais D'accord. vraiment pas bien dans ma vie. En fait, moi, à l'époque, je pensais que je faisais ça parce que je voulais disparaître. Parce que déjà, j'avais pas confiance en moi et je voulais être la plus petite possible, prendre le moins de place possible pour pas qu'on me voie et pour arrêter d'exister. Parce que c'était littéralement ce que j'avais, enfin, avant de guérir et d'être dans cette optique de guérison, je ne voulais plus exister, en fait, je voulais mourir. Mais je pense qu'en fait, c'était l'inverse et je pense que ça a été surtout un appel à l'aide que j'avais pas forcément compris à cette époque-là et j'en avais pas forcément conscience, mais j'avais besoin de me dire Eh, coucou, j'existe, ça va pas et j'ai besoin d'aide, quoi. C'était surtout ça. Et je m'en suis rendu compte bien après avec la guérison, le psychiatre, etc., que en fait, je cherchais juste à attirer un peu l'attention sur moi, justement pour recevoir l'aide dont j'avais besoin, en fait, parce que j'ai été, comme je disais, pas bien dans ma tête et dans ma vie du début du collège jusqu'à la fin du lycée. Et j'en parlais à personne parce que je n'osais pas en parler. Donc au bout d'un moment, ça s'est retourné contre moi, je pense, au final. Et c'était, comme je disais, un peu une cocotte minute, quoi. J'ai accumulé tout ce mal toutes ces choses, tous ces trucs. Et puis au bout d'un moment, ça a fini par péter et ça a donné l'anorexie, quoi, je pense. Hum. Mais tu as dit tout à l'heure, t'en parlais pas autour de toi, c'est-à-dire que t'en parlais pas non plus à d'autres personnes qui pouvaient être anorexiques. Non, alors non, par contre, ça c'est. Enfin, comme je disais, j'étais pas du tout sur les sites Proana parce que ça, c'était pour le coup, il y avait un truc autour de ça où les gens allaient directement sur les sites et ils se donnaient des conseils pour arrêter de manger, par exemple, Hum, ou pour se faire vomir, des choses comme ça. Moi, en fait, j'ai toujours eu du mal, et ça, j'en ai pas forcément parlé, mais même quand j'étais à l'hôpital et tout, d'être entourée d'autres personnes qui ont la même chose que moi, ça hum, me mettait dans un mal-être profond.
parce que en fait, ce que je voyais pas sur moi, je le voyais sur les autres. Et en fait, c'est à travers ces personnes-là que je me rendais compte effectivement de ma condition, entre guillemets, de ce que j'étais. Et je me disais, putain, mais. Et puis, enfin, pardon du mot, du gros mot, mais je me disais, mais punaise, enfin, je peux pas être comme ça. Et en plus, il y avait ce truc-là aussi de compétition malsaine entre les malades. Du coup, je me reposais beaucoup sur certaines personnes quand j'étais à l'hôpital, par exemple, mais c'était des gens qui étaient, entre guillemets, internés pour d'autres raisons. Euh, D'accord. J'avais une copine, par exemple, qui était à l'époque, qui était internée pour des problèmes d'addiction avec un médicament. Mhm. Et ça a été mon pilier à l'époque, cette fille. Et je regrette de ne plus avoir de contact avec elle parce que pour le coup, je pense qu'on s'est vachement tiré l'une et l'autre vers le haut. Et il n'y avait aucune compétition malsaine entre nous, tandis qu'avec les autres, c'était pas le cas. Donc, j'en parlais pas non plus à ces gens-là, quoi. D'accord. Du coup, aujourd'hui, tu es sorti de cette lutte, de la lutte contre la maladie, de la lutte contre toi-même, contre tes peurs, contre ton corps, etc. Du coup, à contrario, pouf, on va taper du côté de la paix. Question que je pose aussi à tous mes invités, c'est quoi la paix intérieure pour toi? Oui, c'est une bonne question. C'est compliqué de dire. Tu pourrais Alors, tirer le fil en partant déjà, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as le sentiment de te sentir plus en paix avec toi-même? oui, totalement. Et alors, ça passe par quoi? Bah déjà, je me laisse tranquille, même après l'anorexie, pendant longtemps où je me sentais encore pas forcément très à l'aise avec mon corps, parce qu'il faut se réadapter forcément à un corps qu'on connaît pas, enfin, ou en Mhm. tout cas qu'on connaissait plus. Et du coup, j'ai dû apprendre aussi à l'accepter tel qu'il était, et ça n'a pas été facile. Et en fait, aujourd'hui, mon corps, il est comme il est, et ça me fait du bien. Et je pense que clairement, quand on parle de paix, bah, je peux déjà dire que je suis en paix avec lui, dans le sens où je le laisse vivre sa vie de corps. Il fait ce qu'il veut et je me pose plus de questions de est-ce que je vais prendre du poids là pendant les fêtes ou est-ce que si j'arrête d'aller faire du sport, enfin d'aller à la salle de musculation parce que j'en fais encore aujourd'hui pendant 3 semaines, je vais perdre du muscle et j'ai plus d'exigence envers lui ou envers moi-même complètement quoi. Et cette paix-là, elle me fait du bien. Donc il Ok, y a ça. donc la paix intérieure ou le fait d'être en paix avec soi-même, pour toi, ça passe avec le fait d'être en paix avec son corps? Oui, bah en tout cas pour moi oui, il y a aussi la paix aussi que je peux avoir par rapport à moi-même, mon comportement, la manière dont enfin, ce que je suis en tant que telle, en tant que personne, parce que pendant longtemps, je me suis beaucoup autocritiquée sur le fait de... Bah, comme je disais, je me suis quand même sentie différente pendant de nombreuses années de ma vie, où j'étais un peu en décalage par rapport à tous les autres. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'avais, et du mal à prendre ma place, du mal à m'imposer, entre guillemets, quoi. Mhm. Et je m'en voulais en fait d'être cette personne timide ou d'être cette personne qui fait pas les choses comme les autres ou quoi que ce soit. Et en fait, maintenant, je sais que bah, je suis comme je suis. C'est ma personnalité. J'ai pris beaucoup confiance en moi aussi ces dernières années. Et je suis en paix en fait avec ma personnalité, avec ma façon de penser, ma façon d'être. Je suis plus là à me critiquer, à me dire que je vaux moins que le voisin d'en face ou que cette personne. Enfin, moi, je pense qu'après, c'est comme tout le monde, il y a des petits hauts et des bas, hein. Il y a des moments où on se dit, bon, mais oui, clairement, par rapport à avant, là, je pense que j'ai enfin atteint la paix intérieure. Ah oui, bah, quand tu as connu Génial. des moments comme ceux que j'ai pu vivre ou comme ceux que d'autres personnes peuvent vivre au quotidien, ces moments où tu es vraiment au fond du trou, tu te rends compte que bah, ça te donne une autre vision de la vie aussi. Et je trouve que on me dit souvent que je suis très résiliente et je pense que pour le coup, l'anorexie, ça m'a aidé aussi. Si je peux en retirer quelque chose, c'est que ça m'a aidé à être très résiliente dans la vie et justement à devenir la. On parlait d'être battante tout à l'heure, bah, c'est ça aussi qui m'a donné, qui me prouve aujourd'hui que j'en suis capable, en fait, que je peux plus ou moins tout surmonter. À Mhm. partir du moment où tu as réussi à te sortir de ça, tu peux plus douter de toi-même, en fait, et de ta capacité à rebondir. Si tu avais un message à transmettre, alors soit aux personnes qui traversent des épreuves similaires, ou alors un message d'une manière générale par rapport, encore une fois, à toi, à ton expérience personnelle, quelle serait la leçon, le conseil, le message que tu auras envie de partager? Alors, je dirais qu'il faut jamais perdre espoir. Ça peut paraître un peu bateau, mais je sais que dans ce genre de situation, on a tendance à se dire foutu pour foutu, je laisse tomber. En fait, il y a toujours une faille, il y a toujours possibilité de rebondir dans ces cas-là.
On peut toujours s'en sortir, peu importe ce que les soignants autour disent. Il y a toujours, que ce soit les soignants ou les autres, hein, il y a toujours moyen de s'en sortir. Il faut s'en donner les moyens, surtout. Il faut attraper au vol tout ce qu'on nous dit, même quand ça nous fait mal, parce que c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, j'en parlais, mais les petits coups de pied au cul, c'est ça aussi qui fait que tu avances et que tu t'en sors et tu en as besoin. Et surtout de s'entourer. Vraiment, de ne pas rester seul dans son mal-être, parce que c'est la pire chose à faire. On dit tout le temps qu'on peut s'en sortir, on pense qu'on peut s'en sortir seul, mais on a aussi besoin des autres. Et surtout Mm. dans cette situation, le soutien des autres, il est hyper important. Donc, ne pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes, des gens qui sont là, et accepter l'aide qu'on nous donne aussi, que ce soit de la Mm. part des soignants, des copains. Savoir demander de l'aide et accepter celle qu'on nous propose. Exactement, exactement. Surtout ne pas rester seul et prendre les mains tendues. Mm. Voilà. Ok, parfait. Mais encore une fois, merci beaucoup pour ton partage très intime. Merci à toi. Ouais, c'était sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Bonne soirée, Louise, et puis à bientôt. À bientôt. Salut, salut. Au revoir. Salut, Louise. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, je vous invite à attribuer 5 étoiles, laisser un commentaire ou partager l'épisode à une personne qui pourrait en bénéficier. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez oser être totalement vous, découvrez mon accompagnement sur mon site harmonie-3c.fr. Et si vous avez envie de partager votre propre voyage de guerrier ou de guerrière de la vie sur son chemin de paix, contactez-moi, je serai ravie de vous accueillir sur ce podcast pour inspirer notre communauté. Parce que la paix est le chemin et non la destination. À bientôt!